Nouvelle semaine, de nouvelles informations sur Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlons de l'épidémie du choléra qui sévit actuellement dans le continent africain. Justement, les victimes du choléra sont nombreuses dans les pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Est. Cependant, aucun cas n'a été détecté jusqu'ici à Madagascar, même s'il y a des victimes aux Comores, non loin de nos frontières. Des mesures ont été prises comme la suspension des liaisons maritimes en provenance des Comores et des vols en provenance de Mayotte. Il existe également une campagne du ministère de la Santé publique pour prévenir l'épidémie. Radroman Anzatouf nous en dit plus. De nombreux pays d'Afrique ont déjà connu des cas de choléra et de nombreuses personnes sont mortes des suites de cette épidémie, selon les médias. Il y a déjà des cas de choléra dans les îles Sœurs autour de nous, comme aux Comores. Afin d'éviter que la propagation de cette maladie chez nous, les mesures suivantes ont été prises pour le transport maritime et aérien reliant les îles environnantes à l'entrée de Mahazang. Pour le transport maritime, tous les transports de passagers en provenance des Comores ont été suspendus. Pour les cargos, une quarantaine minimum de 15 jours doit être observée. Uniquement pour le transport intérieur, tous les vols en provenance de Mayotte ont donc été suspendus. Afin de renforcer les mesures préventives, des sensibilisations sont également prises par le ministère de la Santé publique, notamment sur la nécessité du lavage des mains avec de l'eau et du savon ou avec des cendres. Il est également souhaité de laver les fruits et légumes avant de les consommer, de faire bouillir l'eau potable et de la conserver dans un endroit propre dans un récipient couvert. À noter que le choléra est une maladie diarrhéique grave qui peut tuer en peu de temps si elle n'est pas traitée. Il est donc nécessaire de se rendre au plus vite dans un centre de santé en cas de suspicion. Dans les actualités de ce jour également, le visage des auteurs de viols sur mineurs ne sera plus caché et ils seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité sans remise de peine en cas de récidive, outre les castrations chimiques ou chirurgicaux qui leur seront appliquées. Telles sont entre autres les sanctions qui attendent les auteurs de viols sur mineurs définies par le nouveau code pénal qui sera voté cette semaine par le Parlement. Le point avec Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Le nombre des viols sur mineurs est en recrudescence. Pour le seul mois de janvier de cette année, 133 cas ont été enregistrés par la Cour, contre 600 pour toute l'année 2023. Face à cette situation, le gouvernement a réagi et a modifié le code pénal. Parmi les mesures prises, la castration chimique et la castration chirurgicale. Selon le ministre de la Justice, Ranjamanatena Souland Boulatine, le but étant d'assurer l'ordre public. Outre la castration, la durée des travaux forcés a également été révisée selon l'âge de la victime et le lien de parenté avec la victime, d'après les explications. Ils peuvent être à perpétuité. La loi sur la modification du code pénal passera devant les sénateurs cette semaine. Restant toujours au niveau du ministère de la Justice, 52% des détenus d'Intanmour ont été jugés au cours de l'exercice 2023 selon le rapport publié aujourd'hui par le procureur général près de la Cour suprême. Par ailleurs, le nombre des dossiers traités a doublé pour le ministère de la Justice. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. L'accélération des traitements des dossiers a marqué l'année 2023 pour le ministère de la Justice. Le nombre de juges chargés des affaires a été augmenté, ce qui a eu comme conséquence de doubler le nombre de dossiers traités en 2023 par rapport à l'année 2022, selon le rapport de la procureure générale auprès du tribunal de première instance. Des mesures spéciales ont également été prises en ce qui concerne les litiges fonciers. Par ailleurs, 52% des détenus au sein de la prison d'Intanmour ont été jugés en 2023, poursuit le rapport. À titre d'information, il y a 918 juges à Madagascar, mais 224 d'entre eux travaillent en dehors de la cour, tandis que 19 sont à la retraite. En conséquence, le nombre de juges à Madagascar n'est pas suffisant. C'est pourquoi le procureur général près de la Cour suprême demande au ministre de la Justice d'organiser le concours en vue de recruter des juges et des greffiers. La vision de la Cour en cet exercice 2024 est de coordonner le travail sur les 3 piliers établis par le président Andrzej Duda.
Et puisqu'on parle des travaux des départements ministériels, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a 4 grands défis à réaliser dans les 100 jours suivant la PGE. Parmi ces défis figure l'ouverture des universités régionales dans celle d'ITAS, où le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une visite en fin de semaine. Parmi les tâches à accomplir pour les 100 jours aussi figure la professionnalisation des enseignants, la sensibilisation pour le planning familial, mais aussi la promotion de l'espace vert à travers le reboisement. Ce dernier s'est tenu à Itassi également en fin de semaine. Reportage. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en pleine réalisation des tâches s'inscrivant dans les 100 jours de la politique générale de l'État. 4 grands points constituent les tâches à réaliser dans les 100 jours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le premier point concerne l'ouverture des universités régionales dans celle d'ITAS, inscrite dans les projets réalisés par le régime Anjradzuil durant son premier mandat. Raison pour laquelle le ministre y est venu effectuer sa première visite en fin de semaine. Le but est d'ouvrir cette université d'ITAS vers la fin du mois de février, selon les prévisions du ministre Ndjemanante Narazaferson après sa visite des lieux. Pour la députée élue dans le district de Swavnanjin ITAS, l'ouverture de cette université est une réponse à la demande de la population, notamment des étudiants de l'ITAS et des parents. De plus, selon elle, le président de la République tient parole et cela est prouvé par ses infrastructures. Outre l'ouverture de ces universités régionales, parmi les tâches à réaliser pour les 100 jours de ce ministère figure également la professionnalisation des enseignants, la sensibilisation à l'utilisation des plannings familiales qui concernent surtout les étudiants et que le ministère de la Santé publique a déjà pris en charge. La 4e tâche concerne la promotion des espaces verts à travers les reboisements. Ce dernier qui a été effectué sur le terrain de l'université d'ITAS en fin de semaine en présence du ministre, des staffs, des organismes rattachés mais aussi des autorités locales. Restant toujours au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, justement le ministre de ce département a achevé sa mission dans l'ITAS en fin de semaine par la visite de l'université annexe d'ITAS. Pour cette université annexe dans la commune d'Arivunmam, district de Swavnanjin, elle a déjà accueilli des étudiants pour cette année scolaire 2023-2024. 2 filières sont enseignées dans cette université, à savoir l'informatique et l'économie. 60 étudiants y étudient actuellement, dont 25 suivant la formation en informatique, 35 sont dans la filière économie. L'université annexe d'ITAS est déjà dotée d'un parc informatique ayant 20 ordinateurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a doté 20 ordinateurs de plus à l'université avec également 20 tablettes. Cela dans le but de compléter les équipements de l'université, mais aussi de promouvoir l'enseignement supérieur de qualité. Restons toujours au niveau des départements ministériels. Parlons du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Justement, l'eau, l'assainissement et l'hygiène est un secteur important dans la lutte contre le changement climatique. De plus, l'eau est un élément qui joue un rôle important dans la protection de l'environnement, a déclaré le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène lors du reboisement qui s'est tenu aujourd'hui à Anjanville, la district d'Akasbe. Outre la grande famille du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, les partenaires de ce département ayant également participé. Les détails avec Nyarvulat Sfehan. La cérémonie de levée de drapeau organisée par le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène chaque premier lundi du mois a été particulière aujourd'hui. En effet, cela a été réalisé à Anjanville, commune de Fionnen, district d'Akasbe, suivi d'une séance de reboisement effectuée par la grande famille de ce ministère pour cette année 2024. Le député élu localement a déclaré que cette initiative du gouvernement de reverdir Madagascar à travers le reboisement est importante, notamment pour le district d'Akasbe qui est souvent affecté par des feux de forêt. Ce reboisement est primordial pour la protection de l'environnement et surtout pour le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène qui a un rôle important dans la lutte contre le changement climatique, selon le ministre de tutelle. 4000 jeunes plantes ont été plantées à Anjanville et le ministre Fitniavravukach a déclaré que le suivi des arbres plantés sera renforcé pour que ce soit un véritable succès. Justement, puisqu'on est en campagne de reboisement actuellement, il est fort probable que les menaces auxquelles font face actuellement les bassins versants autour du lac Alouch auront un impact néfaste
reste sur ce lac d'ici 10 ans ou 15. Pour cette raison, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la direction régionale du ministère de l'Environnement dans cette localité, a apporté une solution à long terme en effectuant un reboisement sur ces bassins versants ce week-end. La journée mondiale des zones humides a été également célébrée à cette occasion. Reportage de Radura Mananzatouf. Les bassins versants autour du lac Alouch sont classés comme trésor national et patrimoine inscrit au site Ramsar au niveau international. Leur entretien est donc important comme la protection de toute autre ressource en eau, selon les informations. Cependant, ces bassins versants de plusieurs hectares de superficie font face à des menaces actuellement, des menaces qui peuvent affecter le lac Alouch. Ainsi, pour leur protection, la direction régionale du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans cette région y a effectué un reboisement, notamment un Batsour et un Batjazak. Une initiative qui s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Et l'ouverture officielle de la saison de reboisement de la région Al-Lochamangour s'est également tenue à cette occasion. Un communauté sera mis en place localement pour veiller au suivi des plantes mises en terre et protéger cet endroit. Il y aura une coopération avec le secteur privé dans la conservation et la protection de la zone, selon toujours les informations. Une superficie de 10 hectares a été plantée d'arbres tels que des acacias et des arbres fruitiers à Ndewoun, Fukuntan Vuijazan, municipalité d'Ambatsouraj, district d'Ambatjazak, région Al-Lochamangour, le week-end dernier. Dans les actualités politiques de ce soir, le patriotisme, l'intégrité et compétences en gestion de projet, tels sont les critères requis par le président de la République, Andry Rajoelina, pour les secrétariats d'État auprès de la présidence. 11 secrétaires d'État chargés de concrétiser les projets essentiels visant à accélérer le projet de développement. Reportage signé Cécile Enzaranjanso. En secrétaire d'État auprès de la présidence de la République rejoindront le pouvoir exécutif lors de ce deuxième mandat du président de la République, Andry Rajoelina, à savoir le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de l'électrification rurale et des ménages, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la lutte contre la pauvreté et de la réinsertion sociale, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la souveraineté alimentaire, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge du planning familial, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de l'économie et du plan, le coordonnateur général auprès de la présidence en charge de la coopération économique, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la jeunesse et de la lutte contre les stupéfiants, secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la digitalisation du service public, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge du commerce et de la consommation, secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de l'artisanat et des métiers, et enfin le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Selon les informations, l'appel à candidature est ouvert à tous pour ces postes à responsabilité. Ainsi, ces secrétaires d'État seront connus d'ici peu. Les candidats seront soumis à des tests et évaluations par un cabinet d'experts après un entretien avec le président de la République. Le patriotisme, l'intégrité et les compétences en gestion de projet sont entre autres les critères requis. Il convient de noter que le secrétaire d'État est directement rattaché à la présidence de la République et un secrétaire d'État est entouré d'environ 20 à 25 collaborateurs et participe au Conseil des ministres uniquement en cas d'implication de son département. Parlons toujours politique et projets de développement. Dorénavant, les districts dans le sud du pays ne seront plus des laissés pour compte, mais bénéficieront de développement selon le sénateur Thié Boumaleu. Diverses propositions de développement ont été déjà apportées par les natifs et les élus de ces districts et le peuple attend de leur réalisation. Ces élus et notables ne resteront pas les bras croisés, mais appellent les responsables à concrétiser le développement du sud du pays. Reportage de Jean-Claude Angemalal. La partie sud de la Grande Île a été souvent laissée pour compte en termes de développement et il est temps maintenant qu'elle ait à son tour sa part de développement impactant le quotidien de la population, selon le sénateur de Madagascar, Thié Boumaleu. Divers projets de développement ont été proposés par les élus et les natifs de cette partie du pays aux dirigeants actuels et ils attendent leur réalisation selon les explications. À l'occasion de cette concertation pour le développement du sud du pays, les membres du FITIBA ou la Solidarité des natifs d'Ibar ont rencontré les deux sénateurs issus du sud du pays. Outre la présentation des vœux pour cette nouvelle année,
Ils ont échangé des stratégies pour le développement des districts du sud du pays, y compris celui d'Ibar. Cette année également, l'association des natifs d'Ibar effectuera une assemblée générale pour élire les nouveaux membres du bureau. Et pour clore cette actualité locale, on constate une diminution de 66% du nombre de passagers voyageant en taxi-brousse à la gare Maki Ndutapena par rapport au mois de janvier. Nous sommes maintenant en basse saison selon les explications. En même temps, les tarifs des basses saisons sont à nouveau appliqués. Reportage de Fandessena Mireille sur les images d'Yves Janel. Environ 85 voitures partent chaque jour de la gare Maki d'Ndutapena actuellement. Pourtant, cela avait atteint les 248 voitures par jour pendant les fêtes de fin d'année. Une baisse du nombre de passagers de 66% est ainsi constatée actuellement. En général, seules les personnes qui sont obligées, notamment pour le travail, prennent les taxis-brousses. Depuis le 16 janvier, les tarifs appliqués pendant la basse saison ont été appliqués. Par ailleurs, les responsables de la gare appellent les chauffeurs à la prudence afin d'éviter les accidents, et cela même si nous ne sommes plus en période de fête. Passons à présent aux actualités internationales. Au moins 112 personnes sont mortes dans les incendies de forêt sans précédent qui ravagent la région de Valparaiso, dans le centre du Chili, a annoncé hier le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les incendies ont ravagé des milliers d'hectares de forêt et l'état d'exception a été décrété face à la progression des incendies. France 24. Les pompiers continuent de lutter pour éteindre les flammes. Le centre du Chili est la zone la plus touchée du pays, autour de la ville balnéaire de Viña del Mar. Les soldats du feu tentent d'identifier les victimes parmi les restes calcinés. Dans ce seul secteur, nous avons trouvé entre 12 et 14 corps, parmi lesquels des enfants, des adultes, des femmes et des animaux. Mais le plus choquant est de voir des enfants brûlés, des cadavres dans la rue. Personne ne les reconnaît. Les quartiers de la ville ont été complètement ravagés par les flammes. Les pâtés de maison, les voitures et les commerces. Il ne reste rien de ma maison, comme vous pouvez le voir. Le voisin d'en face n'a pas pu partir. Il est mort brûlé parce qu'il ne voulait pas abandonner sa maison. Plus de 90 incendies se sont déclarés sur une superficie de plus de 40 000 hectares. Le président chilien a visité les zones touchées en hélicoptère. Il a déclaré l'état d'urgence dans le pays. Le feu progresse très rapidement et les conditions climatiques que nous avons connues ont rendu la lutte contre les incendies plus compliquée. Température élevée, des vents forts et une faible humidité. Par conséquent, si vous recevez un message d'évacuation, c'est que vous devez évacuer. N'en doutez pas. Nous voulons sauver des vies et vous protéger. Les feux de forêt ne sont pas rares au Chili, mais le phénomène climatique El Niño provoque des sécheresses et des températures plus chaudes que d'habitude dans l'ouest de l'Amérique du Sud, ce qui accroît le risque d'incendie de forêt. Et des heurts ont éclaté hier après-midi à Dakar où les gendarmes sénégalais ont dispersé à coups de gaz lacrymogène des centaines de personnes venues manifester contre le report sine die de la présidentielle prévu à la fin du mois. Des opposants et candidats à la présidentielle ont été interpellés alors qu'ils participaient à la manifestation. Toujours un reportage de France 24. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes nous tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous en êtes témoin. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. L'échauffourée dure plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection. Macky Sall attend le dernier moment pour reporter l'élection. Le scrutin se tiendra de gré ou de force le 25 février. On ira voter.
Les candidats de l'opposition ont aussi fait le déplacement. Parmi eux, Tierno Alassane Sall, candidat indépendant. Il a déjà promis, comme une dizaine de candidats, qu'il attaquera en justice le décret pris par le président pour reporter le scrutin. Ce qui est en train de se passer, c'est une révision qui vise à prolonger le mandat du président de la République, contrairement aux dispositions de la Constitution. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution du Sénégal, qui donne pouvoir au président, soit violée. Le jeu du chat et de la souris auquel se livrent manifestants et forces de l'ordre continuait en fin d'après-midi dans le quartier, en tout cas de Liberté 6 Extension, où je me trouve, le tout au son des tirs de gaz lacrymogènes. Toujours à l'international, mais parlons justement de sport. 6 ans après sa retraite sportive, Didier Drogba n'a pas été oublié par les Ivoiriens. Le capitaine emblématique des éléphants reste un mythe aux yeux de tous. Une figure d'engagement, d'abnégation et de paix qui rayonne partout en Côte d'Ivoire, a commencé dans son quartier natal de Yopougon. France 24. Didier Drogba est un véritable ambassadeur du football. Il est le meilleur. Il est le meilleur, il est le meilleur dans ce qu'il fait. L'amour qu'on a pour lui, on ne peut pas l'expliquer en fait. Il a peut-être vu. Ici, on est à Ndokwa, le quartier Ndokwa. Et c'est là qu'on a vécu. Tout ça, ça c'est au papa de Drogba. Bonjour madame. Je suis M. Goba, le frère de Drogba. Voilà. Non, on passe ici pour voir où il est né, Drogba. Tout ça, c'était la cour, c'était pas une cour divisée. C'était pas une cour divisée. Et là, tout ça, c'était là-bas, jusqu'à... Vous voyez là, il n'y avait pas de mur comme ça. Et ici, les gens préparaient là. Les gens préparaient là, la porte était là. L'espace existe, oui, il jouait. Il existe encore. Donc c'est... Je voulais qu'il joue pour qu'un jour il puisse me remplacer. Il a fait vraiment mieux que moi. Ça a été pour moi, c'est une fierté. Quand tu amènes un enfant qui réussit, c'est une fierté. Quand son père était jeune, c'est lui qui m'a amené à Abidjan. Donc c'est une chaîne. Chez les Africains, c'est une chaîne. Celui qui part amène quelqu'un. Il était venu pour montrer là où il a vécu, mais toute cette rue-là, depuis le lycée. Tous les lycéens ont bloqué sa voiture ici. Il ne pouvait pas sortir. 4 heures ici, il ne peut pas sortir. Incroyable. C'est ça on appelle le succès. Et on met un poteau ici. Là, on joue. Mais là, il n'y avait pas ces graviers là. C'était, tu sais, c'était simple. Drogba, c'est la légende. Hein. On ne peut pas passer dans ce quartier sans parler de Drogba. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire et c'est surtout pour notre quartier, c'est une fierté, franchement. Tout le monde, quand tu demandes à un petit, je veux être Drogba. Je veux être Drogba. J'aimerais être un grand footballeur comme Didier Drogba. On était très fiers de lui. C'est la chance d'avoir un professionnel dans notre quartier. Pré ballon. Allons faire. Ok. Sa manière de jouer, sa détermination et sa manière de se battre pour son pays, ça donne l'envie de le ressembler. Ça donne l'envie d'être comme lui. C'est un exemple pour moi parce qu'on peut venir de nulle part et devenir un héros demain. C'est quelqu'un qui est courageux, voilà, qui donne envie, qui motive les jeunes de ce pays. Le message qu'il donne souvent, c'est croire en nous, voilà, ne jamais baisser les bras.
Je pense qu'il avait un projet, voilà, porteur pour les centres d'information. Voilà, je pense que ce n'est que partie remise et il s'investira davantage pour le développement du football des jeunes dans notre pays. Quoi qu'on dise, il reste une référence, voilà, pour le football de haut niveau en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je pense qu'il reste et il restera longtemps gravé dans la mémoire des jeunes footballeurs. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Très bonne suite de programme sur Viva. Moi, je vous dis à très bientôt. À demain.